Annecy n'existe pas vraiment. Enfin si, mais pas comme vous le croyez. Ce que la majorité des visiteurs voient en une après-midi précipitée n'est qu'une infime fraction de ce que cette ville dissimule entre ses montagnes et son eau turquoise. Et avant de vous montrer pourquoi 3 jours entiers deviennent presque insuffisants ici, un petit geste discret pour ceux qui aiment ce genre de voyage raconté autrement, un like ou un abonnement, ça aide plus que vous ne l'imaginez. Parce que ce qui va suivre n'est pas une simple liste de lieux à cocher. C'est la reconstruction complète d'un séjour où chaque journée a fini par surprendre plus que la précédente, jusqu'à un dernier jour qui change littéralement la façon de comprendre ce lac. Tout commence à l'aube, sur les rives du lac d'Annecy, avant même que la vieille ville ne s'éveille. En partant du Paquier vers les jardins de l'Europe, la promenade révèle une ville qui n'a rien à voir avec l'image touristique qu'on lui colle. Ici, à cette heure, ce sont des joggeurs, des cyclistes, des habitants qui promènent leurs chiens, pas des foules armées de smartphones. Le pont des Amours, que beaucoup traversent en 10 secondes sans même s'arrêter, mérite en réalité qu'on ralentisse, tant le cadre autour, l'eau, les bateaux, les sommets qui encerclent le lac, donne une impression d'espace bien plus vaste que ce que la vieille ville laissera entrevoir ensuite. Et c'est précisément là que quelque chose devient évident. Dans cette ville, l'eau ne quitte jamais vraiment le champ de vision, qu'on marche en centre-ville, qu'on grimpe en montagne, ou qu'on traîne dans les villages alentours. Mais quitter ce lac ouvert pour s'enfoncer dans le canal du Thiou change tout, immédiatement. Les rues se resserrent, les ponts se multiplient, les terrasses de café s'accrochent littéralement au bord de l'eau entre de vieux bâtiments compressés les uns contre les autres. Impossible d'avancer sans s'arrêter tous les 50 mètres pour observer une ruelle ou un pont supplémentaire. La foule grossit ici bien plus vite qu'au bord du lac, mais l'endroit reste tellement compact qu'il ne devient jamais oppressant. Une seule précaution à prendre, des chaussures avec une bonne accroche, parce que les pavés près de l'eau deviennent glissants sous l'effet des embruns du canal. Et pour éviter la cohue, un passage discret existe, une arche minuscule menant au passage de l'île, qui coupe directement derrière les vieux bâtiments et permet de contourner les points les plus bondés sans effort. Au cœur de ce canal se dresse le palais de l'île. Cette construction en pierre plantée entre 2 bras d'eau. 12 siècles d'histoire, ayant servi tour à tour de prison, de tribunal, de centre administratif. L'entrée coûte environ 4 $, mais franchement, ce prix se justifie à peine pour ce qu'il y a à voir à l'intérieur. Le véritable spectacle se joue dehors, où chaque pont offre un angle différent sur cet édifice, et où les barreaux en fer des fenêtres basses suffisent à ressentir l'ambiance carcérale d'autrefois sans payer un centime. Un conseil simple pour la photo parfaite, oubliez le pont juste en face, toujours saturé de touristes, et rejoignez plutôt le pont du Paquier, à quelques pas, pour un angle bien plus large et bien plus propre sur l'ensemble du bâtiment. Après cette agitation, la promenade Louis Lachenal offre un contraste presque brutal. Des arbres, de l'ombre, un chemin qui longe l'eau où l'on peut enfin marcher sans zigzaguer entre les groupes. Ce nom rend hommage à un alpiniste local devenu légende, l'un des tout premiers humains à avoir atteint un sommet de plus de 8000 mètres, en 1950. Une veste légère devient indispensable ici. La brise du lac combinée à l'ombre dense fait chuter la température plus vite qu'on ne l'imagine. Et puis il y a le marché. Un vrai coup de chance de tomber sur ces étals qui envahissent les rues et le pourtour du canal les mardis, vendredis et dimanche matin, de 7 h à 13 h. Fromage, charcuterie, pain frais, pâtisserie, produits de Haute-Savoie à perte de vue. Mais attention, certains stands proches des ponts principaux gonflent clairement leurs prix pour les touristes pressés. La vraie affaire se trouve quelques rues plus loin, du côté de la rue Sainte-Claire, où les prix chutent et la qualité grimpe, avec notamment une tourte savoyarde pommes de terre et fromage à environ 6 $. Vient ensuite un passage obligé pour quiconque veut comprendre la cuisine locale, la Frilly, en plein centre historique, où l'odeur du fromage fondu envahit l'air dès l'entrée. La tartiflette y arrive brûlante, pommes de terre, lardons, oignons noyés sous une épaisse couche de reblochon fondu, pour une addition comprise entre 24 et 38 $. Et pour couper cette lourdeur, à 1 minute à pied à peine, Glacier des Alpes sur la rue Perrière propose sans doute les meilleures glaces de la ville. 5 $ la boule, une file toujours impressionnante mais qui avance vite, et une boule surprise gratuite posée sur chaque cornet, une découverte inattendue de myrtille sauvage cette fois-ci. Mais l'estomac plein ne dispense pas de la montée vers le château d'Annecy, 5 minutes de marche à peine depuis les ruelles, malgré des mollets qui protestent. 6 $ l'entrée pour cette forteresse du XIIe siècle, dont les petits musées régionaux restent secondaires face à la vue depuis la cour. Des toits pastels serrés les uns contre les autres, le canal qui les traverse, le lac immense qui s'étire vers les montagnes, et cette lumière dorée de fin d'après-midi qui embrase les murs de pierre. Et si le budget ou le temps manque, aucune raison de payer. Le point de vue juste devant les portes du château, en accès libre, offre déjà un panorama complet et gratuit sur les toits historiques. La soirée ramène naturellement vers le lac, où l'ambiance change du tout au tout entre le matin calme et cette fin de journée bouillonnante d'activité. Location de pédalos ou de petits bateaux sans permis, environ 40 $ de l'heure, une excuse parfaite pour un dernier plongeon avant le dîner. Mais pour les amateurs de sensations fortes, Annecy est considéré comme l'un des tout meilleurs spots de parapente en Europe. Des vols en tandem décollent depuis le col de la Forclaz, entre 95 et 135 $, pour flotter au-dessus des sommets alpins pendant leur dorée, un contraste vertigineux avec la tranquillité du bateau. Et pour clore cette première journée, direction le Chalet, un restaurant en bois massif directement sur le canal,
où la fondue savoyarde traditionnelle, servie uniquement à partir de 2 personnes, arrive en marmite fumante accompagnée de pain croustillant, pour une addition entre 27 et 40 $. Réserver une table dehors, la veille au moins, reste indispensable tant l'endroit se remplit dès 19 h. Le deuxième jour bascule complètement de décor. Direction le Semnoz, à 20 minutes de route à peine. Une montée en lacet à travers des forêts de pins où chaque virage dévoile une vue plus impressionnante que la précédente. Une fois arrivé sur le plateau, à 1700 mètres d'altitude, nul besoin d'une randonnée épuisante. Des sentiers faciles traversent des pâturages ouverts, et par temps clair, le Mont Blanc lui-même se découpe à l'horizon parmi la chaîne des Alpes. Les amateurs de sensations peuvent aussi opter pour la descente en vélo tout suspendu, 16 km jusqu'au bord du lac, une excursion guidée entre 85 et 100 $, accessible même aux cyclistes occasionnels. Et pour éviter la conduite sur ces routes sinueuses, la ville propose gratuitement, chaque été, une navette baptisée ligne du Semnoz depuis la gare, un détail que beaucoup de visiteurs ignorent complètement. Le déjeuner suit au Châtillon, au pied des pentes, dans une ambiance de chalet montagnard bien plus détendue. Dédié au vin blanc, cette saucisse locale typique, pour un repas entre 18 et 30 $, un prix étonnamment raisonnable pour une terrasse en plein cœur des pâturages alpins. L'après-midi ramène vers l'eau, cette fois à la plage d'Albigny, à Annecy-le-Vieux, aux antipodes de l'agitation du centre historique. Ici, des pelouses immenses, une eau d'une clarté presque irréelle, un fond de sable doux sous les pieds. S'allonger dans l'herbe face aux montagnes qui encerclent l'horizon devient presque hypnotique, au point de perdre totalement la notion du temps. Ne surtout pas oublier serviettes et maillot de bain. Ne pas se baigner ici resterait une erreur regrettable. La soirée s'achève chez Ingal, une bistronomie moderne loin des plats au fromage fondu qui rythment le séjour depuis 2 jours. Tataki de thon frais, veau poêlé, et surtout une truite de Savoie à la crème de citron vert qui tranche agréablement après tant de raclette et de fondue. Comptez entre 26 et 42 $ pour un plat, ou environ 45 $ pour le menu dégustation. Et pour les initiés, demandez la table du jardin d'hiver caché à l'arrière, un patio couvert bien plus intime, loin du bruit du bar principal. Mais tout ce qui a précédé n'était qu'une préparation. Le 3e jour est celui qui change véritablement la perception d'Annecy, en quittant totalement la ville pour explorer les villages disséminés le long de la rive. Premier arrêt, Menton-Saint-Bernard, à peine 20 minutes de route, une route qui longe l'eau sans interruption et révèle des angles complètement différents sur les montagnes. Un petit port paisible, des pontons en bois où les habitants entretiennent leurs voiliers, une aussi transparente qu'on distingue les rochers se transformer en sable fin sous la surface. Une boulangerie, une plage minuscule, un chemin qui longe le rivage, l'endroit idéal pour observer les petits bateaux de location partir vers le large en grignotant une viennoiserie encore tiède. Mais le véritable joyau du village se dresse plus haut, le château de Menton-Saint-Bernard. La route grimpe en lacets serrés vers la colline, et les tourelles de pierre apparaissent entre les arbres bien avant d'atteindre les grilles. L'ampleur de la forteresse surprend, presque intimidante, chargée d'histoire. L'entrée avec visite guidée coûte 13 $, mais sincèrement, sauf passion dévorante pour le mobilier d'époque, mieux vaut économiser. Le billet donnant accès uniquement au jardin, à 3 $, suffit largement pour profiter des terrasses de pierre, là où se cache réellement la magie du lieu. Un détail que peu connaissent, en dépassant la cour principale pour longer les sentiers de gravier derrière le corps de garde en bois, on atteint un promontoire totalement dégagé, offrant une vue sur l'ensemble du lac jusqu'au sommet du sud, généralement sans personne d'autre alentour. Vient ensuite Talloires, niché dans une baie en forme de fer à cheval qui coupe littéralement le lac de ses eaux agitées, créant une étendue d'une immobilité presque irréelle. Un village raffiné, refuge historique de célébrités et d'artistes comme Cézanne en quête d'intimité totale. 1 heure entière suffit à peine pour arpenter ces ruelles bordées de vieilles pierres, ces hôtels centenaires, ces porches dissimulés sous la végétation, avant de rejoindre les pelouses en bordure d'eau face aux falaises spectaculaires de la réserve du Roc de Cher, juste en face. Pour le déjeuner, direction l'auberge 1903, le restaurant bistronomique du chef multi-étoilé Jean Sulpice, installé au sein du domaine mythique de l'auberge du Père Bise, sous d'immenses arbres au bord de l'eau. L'omble chevalier local, préparé avec une peau croustillante et un sabayon carotte gingembre menthe, incarne parfaitement cette cuisine raffinée centrée sur les produits savoyards et les poissons du lac. Un repas coûteux, certes, mais totalement justifié pour un domaine lacustre de ce calibre. Comptez environ 85 $ pour une formule en 2 plats, 95 $ pour le menu complet en 3 services. Un moment suspendu, verre de vin blanc local à la main, face à l'eau, de ceux qu'on prolonge volontairement. Puis arrive le moment que tout ce périple semblait annoncer depuis le début. Depuis le ponton de Talloires, embarquement sur le Navibus, ce bateau omnibus qui relie les ports du lac en continu, pour 23 $, simplement pour transformer le trajet en croisière panoramique. Et c'est là que tout bascule vraiment. Le bateau longe le château de Duine, une forteresse privée du XIe siècle plantée sur une fine presqu'île avançant loin dans le lac. Personne ne peut y entrer, propriété privée oblige, ce qui rend cette vision depuis l'eau absolument unique. Cette masse de pierre s'élevant du bleu profond, avec les falaises alpines en toile de fond, procure un frisson difficile à décrire. Le trajet passe ensuite devant la baie de Menton-Saint-Bernard, offrant depuis l'eau une vue sur le château visité quelques heures plus tôt, bouclant ainsi la boucle ouverte dès le premier jour.
Ce lac n'est jamais un simple décor, il relie chaque instant du séjour, chaque village, chaque sommet, en un seul et même fil conducteur. Une leçon apprise à la dure, mieux vaut laisser la voiture à Annecy et opter directement pour un billet Navibus journée, un réseau de ferries sans stress pour explorer châteaux et villages sans jamais chercher de place de parking. Quelques informations essentielles pour organiser ce séjour correctement. La meilleure période reste la fin du printemps ou le début de l'automne, lorsque la ville, ses plages, son lac et ses montagnes restent accessibles sans la cohue écrasante de juillet et août. L'hiver, lui, transforme complètement l'expérience, moins tourné vers l'eau, davantage vers les balades tranquilles, les paysages enneigés et des événements comme le carnaval vénitien. Côté logistique, l'aéroport de Genève reste la porte d'entrée la plus commune, à environ 45 minutes à 1 heure de route selon le trafic, un trajet qui bascule rapidement du décor urbain vers les montagnes et le lac. Location de voiture directement à l'aéroport entre 50 et 90 $ par jour, ou navette entre 20 et 35 $ pour ceux qui préfèrent éviter de conduire. Pour l'hébergement, privilégier la zone entre Vieilleville et bord du lac permet de tout faire à pied, entre 140 et 300 $ la nuit selon la saison et la proximité de l'eau. Annecy-le-Vieux convient à ceux qui cherchent le calme près des plages, tandis que Talloires oriente davantage le séjour vers les villages et la montagne plutôt que vers l'agitation urbaine. Pour se déplacer, la marche suffit largement dans le centre, mais une voiture reste utile pour le Semnoz et les villages excentrés, même si, avec le recul, s'appuyer davantage sur les bateaux pour rejoindre Talloires ou Menton-Saint-Bernard aurait sans doute été plus reposant que d'enchaîner les routes sinueuses en voiture. Des bus régionaux existent également pour ceux qui préfèrent éviter totalement la conduite. Et pour clore ce séjour en beauté côté gastronomie, quelques adresses valent qu'on planifie sa journée autour d'elles. Le Clos d'Essence, 3 étoiles Michelin à Annecy-le-Vieux, propose une cuisine hyper locale bâtie autour des poissons du lac et des herbes alpines. Un menu dégustation entre 180 et 310 $, réservé à une soirée de luxe inoubliable. Vincent Favre-Félix, installé dans une cour d'abbaye historique, offre une cuisine savoyarde étoilée à l'accent contemporain, l'omble chevalier remarquablement exécuté et des desserts spectaculaires, entre 105 et 190 $ par personne. Et pour les amateurs de café, Café Buna, minuscule bar à espresso niché dans la vieille ville, doublé d'une boutique de design, ou un cappuccino accompagné d'un banana bread maison coûte entre 6 et 10 $, la pause matinale parfaite. Ce qui rend Annecy inoubliable, ce n'est finalement aucun monument précis, aucune activité isolée. C'est cette sensation que chaque journée s'est construite différemment de la précédente, du canal historique au sommet alpin, jusqu'à ces villages secrets qui bordent le lac, révélant un voyage bien plus riche que ce que la première impression laissait présager. Si ce récit vous a donné envie de préparer votre propre escapade à Annecy, dites-le en commentaire, et restez à l'affût pour la prochaine étape logique de ce voyage, du côté de Genève.